Comme la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, je m'appelle Tristan Lemay, je suis chargé de mission Observatoire et développement économique à la CRES Hauts-de-France et je suis avec ma collègue Rachel Debrinca qui est chargée de communication et des partenariats aussi à la CRES. Donc aujourd'hui, on vous présente un petit webinaire sur les dispositifs d'aide à l'embauche qui sont mobilisables par les structures de l'ESS parce que c'est une thématique qui avait l'air de vous intéresser et puis qui est riche de ressources. Donc on vous propose un peu un petit temps qui va vous permettre d'un peu d'identifier qui sont les interlocuteurs en région et puis quelles aides sont disponibles et quelles aides vous pouvez solliciter. Donc pourquoi on fait ça en tant que CRES parce qu'on est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, donc on a plusieurs missions à la CRES Hauts-de-France, notamment des missions d'observation qui concernent plutôt la collecte de données, la représentation en tant qu'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, mais on a aussi toute une fonction autour du développement économique, c'est-à-dire aider à la montée en compétences des structures de l'ESS et puis aussi à la promotion de ce qui se fait en ESS et ce qui se fait aussi pour l'ESS. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on vous propose ce webinaire et qu'on vous propose de découvrir un peu les différents dispositifs d'aide à l'embauche. Pour introduire ce temps, on avait pour idée de faire parler l'UDES, qui est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais passer la parole à Christophe Bertin, du coup, délégué régional de l'UDES en France. Oui, vous m'entendez parce que j'ai pas de connexion audio, je suis au téléphone. Vous m'entendez au téléphone? Oui, ça va, on vous entend. Ok, ça marche. Bon, je vais me mettre près du téléphone. Bonjour à tous. Merci en tout cas à la CRES d'organiser cette conférence sur les dispositifs d'aide à l'embauche dans l'économie sociale et solidaire. Donc, bien entendu, l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, donc représentant les 22 syndicats d'employeurs de l'économie sociale et solidaire et les 14 branches professionnelles. Bien entendu, c'est un sujet qui nous concerne en priorité et qui nous intéresse tous. Effectivement, la crise nous a permis, en tout cas grâce aux aides que l'on a tous perçues, je pense, avec le chômage partiel et d'autres aides, les fonds de solidarité en l'occurrence pour les toutes petites structures, nous ont permis quand même de passer pour beaucoup la crise. Une forme de résilience qui existe dans nos structures, donc ça c'est important. Ceci étant, effectivement, on a constaté pendant cette crise que tout ce qui est en lien avec le soin, l'aide à la personne, ça nécessite, et je pense c'est important, de la revalorisation de ces métiers qui ont été en première ligne et qui le sont encore aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a eu des conséquences collatérales, on va dire, avec la fermeture des classes, donc tout ce qui est classes découvertes, voilà, ça a été mis un peu sur le côté. Les clubs sportifs qui ont malheureusement vu une baisse de leur nombre d'adhésions. Bien remercier donc l'ensemble des partenaires, savoir qu'aujourd'hui la reprise est là, que cette reprise entraîne des tensions sur le marché du travail et sur tous les types d'emplois. Que tous nos emplois qui sont liés à la fois aux soins, aux activités culturelles et sociales, aux activités d'animation, malheureusement, il faut faire reconnaître nos structures et l'attractivité de nos métiers, et que les aides à l'embauche sont un élément important. Je suis désolé en tout cas pour le son, mais je laisse la main aux autres intervenants pour la conférence de ce matin. Merci à tous. Merci Christophe, il n'y a pas de souci, c'est les aléas du direct comme on dit. Donc peut-être avant de laisser la parole à M. Thomas Leblanger pour l'État, je vous rappelle un peu le déroulé du webinaire. Du coup, vous allez avoir une intervention de l'État, de Pôle emploi, de la région et puis ensuite de la CCI sur le dispositif pardon. Ensuite, après ces interventions, on va vous faire un petit temps de sondage pour voir si vous avez des besoins d'aller plus loin sur la question de l'emploi. Donc, on vous donnera un lien pour répondre à un sondage et pour un peu décrire vos besoins sur cette thématique précise. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses par rapport aux interventions. Donc, durant les interventions, ce que je vous invite à faire, c'est de préciser l'interlocuteur de votre question. Nous, on les recense. Et puis, à la fin du webinaire, on fera un petit temps d'une quinzaine de minutes pour prendre le temps de répondre à toutes les questions.
Donc voilà, maintenant on peut passer à la prochaine intervention et du coup je laisse la parole à Monsieur Thomas Le Boulanger pour l'État. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente Thomas Le Boulanger. Je suis chargé de mission au sein du service emploi et formation professionnelle de la DRETS, donc Direction régionale à l'économie, à l'emploi, au travail et aux solidarités, donc, qui a remplacé la Directe. J'ai pu effectuer l'année dernière, je pense un peu plus tard dans l'année, une présentation de ce type en complément de celle de ma collègue Stéphanie Montagnon-Lyon. Donc, comme l'indique la présentation, je vais vous présenter ici trois dispositifs que peut-être vous connaissez déjà. Le dispositif des emplois francs, les dispositifs de soutien à l'alternance, donc contrat d'apprentissage et de professionnalisation, ainsi que les dispositifs contrats aidés. Alors, sur ce dernier point, effectivement, on est encore en phase, bien qu'étant en fin février, on est encore en phase de consolidation des orientations. Donc, voilà, je ne pourrais pas vous donner énormément de précisions, mais par contre, je pourrais les apporter par la suite, car elles arriveront dans les prochaines semaines. Voilà, on peut passer donc aux emplois francs. Voilà, le premier dispositif emploi franc. Donc, il y a une aide financière à l'embauche destinée aux résidents des quartiers politiques de la ville, qu'ils soient demandeurs d'emploi, au contrat de sécurisation professionnelle ou jeunes suivis par une mission locale. Donc, c'est-à-dire pas obligatoirement inscrits à Pôle emploi, mais peuvent être aussi suivis par une mission locale sans être inscrits. L'aide vise à aider les recrutements en CDD d'au moins 6 mois ou en CDI par un employeur privé, mais secteur associatif. Pardon ? Alors, je vous invite à tous les participants à couper votre micro, sinon il y a des petits échos où on peut vous entendre. Voilà. Donc, le montant de cette aide diffère entre si le recrutement est effectué en CDI ou s'il est effectué en CDD. À savoir, dans le cas d'un CDI, c'est 5 000 € par an pendant 3 ans pour un total maximum de 15 000 €. Et en CDD d'au moins 6 mois, c'est 2 500 € par an sur 2 années maximum, donc soit un total de 5 000 €. À savoir que cette aide est non cumulable avec d'autres aides de l'État à l'insertion, accès au retour à l'emploi, donc on va en parler par après, les contrats aidés, mais aussi les aides au poste de l'IAE, les aides d'apprentissage, sauf pour les aides générales à l'embauche en contrat de professionnalisation. Alors, à savoir que les aides exceptionnelles au contrat de professionnalisation et d'apprentissage pour les jeunes et demandeurs d'emploi de longue durée que je vais vous présenter par la suite et qui sont encore valides au cours de cette année 2022, elles ne peuvent pas être cumulées, par contre, avec le dispositif emploi franc. Quant à la procédure, donc c'est une demande d'aide par l'employeur auprès de Pôle emploi qui doit être effectuée dans les 3 mois après l'embauche. S'ensuit ensuite un paiement sur une base trimestrielle effectué par Pôle emploi après acceptation du dispositif. Voilà pour la présentation du dispositif. L'année dernière, jusqu'à mi-année, il y avait été encore d'application un dispositif appelé Emploi Franc Plus qui accroissait encore le montant de l'aide pour les jeunes de moins de 30 ans, et celui-ci donc n'est plus d'actualité désormais. Il était appliqué dans le cadre du plan de relance et en parallèle de l'aide à l'embauche des jeunes qui avait été mise en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et du plan de relance qu'il a suivi. Alors voilà, diapo 4 de mon côté, quelques données chiffrées pour vous montrer qu'effectivement la région a connu par exemple un nombre de demandes d'aide acceptées assez important. Il faut voir la colonne adresse du demandeur d'emploi. Donc on avait un objectif 2021 de 4 400 et c'est 5 134 aides qui ont pu être données, donc avec un objectif atteint par rapport à un objectif national de 29 200. Donc les Hauts-de-France ont été particulièrement bien positionnés. La slide suivante, les objectifs n'ont pas encore été définis pour cette année, mais on peut le voir déjà que la région se positionne assez fortement en termes de demande d'aide acceptée, avec 404 aides acceptées
parce que c'est selon l'adresse du demandeur d'emploi, c'est bien ça qui compte, c'est la résidence du demandeur d'emploi et non pas du positionnement de l'employeur qui est concerné, car c'est bien une aide à l'embauche et non pas aux employeurs, mais indirectement. Voilà pour les emplois francs. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions sur cette base. Ensuite, deuxième dispositif au pluriel, c'est-à-dire ceux qui visent à soutenir l'alternance et les entrées en alternance. Donc, suite au plan de relance, a été mise en place une aide pour les jeunes, pour leur entrée, les employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, à savoir une aide exceptionnelle de 5 000 € pour un alternant mineur et de 8 000 € pour un alternant majeur jusqu'à 29 ans, jusqu'à 29 ans révolus. Donc, à savoir que cette aide est encore applicable, ceci jusqu'au 30 juin 2022. Elle nécessite donc l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation auprès de l'OPCO de référence et s'ensuit ensuite un paiement mensuel par l'ASP, l'agence de paiement de l'État. Voilà, s'y ajoute aussi un renforcement des mesures de l'AGFIP avec 4 000 € pour un apprenti et 5 000 € pour un contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est l'aide qui est encore valable jusqu'au 30 juin 2022 pour l'aide de jeunes, embauche de jeunes apprentis. Voilà, on voit sur la slide qui suit l'importance et la répartition du dispositif, donc qui a permis notamment et logiquement du fait du public concerné, de la tendance, d'avoir un nombre d'aides assez significatif transmis d'apprentis aux raison de près de 76 000 et 12 000 aides au contrat de professionnalisation, donc ceci depuis le 1er juin 2020 et le début. Il est aussi à noter que depuis septembre 2020, il a été créé une aide au recrutement dans la fonction publique hospitalière à partir du 1er juillet 2020, donc à raison de 3 000 € par contrat, et ça pour un volume de 2000 contrats. Voilà, donc ça c'est l'aide d'embauche jeune apprenti en contrat de professionnalisation qui se terminera au 30 juin 2022. S'y ajoute cependant, vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre d'un plan de réduction des tensions de recrutement qui avait été présenté par le Premier ministre Jean Castex en septembre. À la suite, a été établi un décret, publié un décret en octobre, établissant une aide à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation. Comme son nom l'indique, bien sûr, donc le public est celui des demandeurs d'emploi de longue durée. L'aide est aussi d'un montant de 8 000 € maximum pour tout contrat de professionnalisation conclu au cours de l'année 2022. Dans le cas de cette aide, celle-ci fait état d'un versement trimestriel par Pôle emploi lors de la première année d'exécution du contrat. Il faut que ce contrat donc prépare un diplôme ou titre à finalité professionnelle de niveau équivalent au plus au niveau 7 de la nomenclature nationale. Donc le niveau 7, c'est-à-dire c'est un niveau élevé de niveau au moins master, donc c'est-à-dire que master diplôme d'ingénieur comme il est indiqué, donc c'est-à-dire quand même qui couvre un champ, le champ le plus large. Et l'aide est aussi éligible en cas de préparation d'un certificat de qualification professionnelle, donc des branches professionnelles. Comme ce que j'ai pu vous indiquer donc sur en croisement, cette aide exceptionnelle donc est cumulable avec d'une part l'aide financée par l'État pour l'embauche de salariés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation, ainsi que l'aide forfaitaire à l'employeur de Pôle emploi pour les contrats de professionnalisation. Elle n'est pas cumulable par contre avec l'aide emploi franc, ainsi que l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation. Voilà pour ce dispositif donc qui cible dans ce cas les demandeurs d'emploi de longue durée. Donc pour le moment, je n'ai pas de données à fournir sur cet élément donc qui est encore récent. Il n'y a pas
données de suivi. Par contre, peut-être il est important de dire que ces aides quand même s'intègrent dans d'un dispositif à la suite qui a été, enfin, donc dans le souhait de renforcer les entrées en contrat et particulièrement contrats d'apprentissage, mais sans délaisser les contrats de professionnalisation et de renforcer l'alternance qui font suite à la loi liberté de choisir son avenir professionnel, orientation que vous avez présentée, ma collègue Stéphanie, l'année dernière. De ce fait, on constate, suite aux changements apportés par la loi liberté de choisir son avenir professionnel, et principalement donc qui ont été mis en œuvre à partir de 2020, un renforcement des entrées en contrat d'apprentissage, notamment pour la région, et ces données ne sont pas encore consolidées, notamment pour 2020. On voit par exemple un passage de 25 000 en Hauts-de-France, de 25 000 entrées en 2018, puis 29 000 en 2019, jusqu'à près de 40 000 en 2020, donc soutenu aussi par ces aides à l'apprentissage, et encore en 2021, à près de 47 000 contrats en Hauts-de-France, qui suivant la même dynamique qu'au national, sachant qu'on est, je pense, les chiffres révisés présenteraient près de 50 000 contrats d'apprentissage, entrées en contrat d'apprentissage en 2021 en Hauts-de-France. Voilà, il y a aussi un effort qui est souhaité sur la part des contrats publics et l'aide aux employeurs publics de ce fait. Donc voilà, effectivement, ce souhait fort de renforcer l'alternance à l'appui l'alternance, que ce soit apprentissage ou professionnalisation, à l'appui de ces aides. Enfin, troisième point de ma présentation, les contrats aidés. Donc, les contrats aidés qui sont de deux types. Je vais vous présenter le cadre de mise en œuvre en 2022, mais qui suit les mêmes, qui fait évoluer les lignes. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a deux types de contrats aidés. Tout d'abord, celui du secteur non marchand, les parcours dits emploi-compétences. Alors, à savoir, pour 2022, l'évolution change par rapport à 2021, à savoir la fin de la différenciation nationale établie par public. Pour rappel, en 2021, différent de l'enveloppe des contrats aidés. Pardon ? Pardon ? J'entends quelques interventions éventuelles, je ne sais pas ce que… Donc, je continue. Je continue. Oui, donc, les contrats aidés donc de deux types, les parcours emploi-compétences. Les parcours emploi-compétences, donc dédiés au secteur non marchand, donc secteur associatif inclus. Dans ce cadre, les orientations 2022 font état d'une fin de différenciation nationale établie par public. Donc en 2021, il y avait une différenciation notamment des taux de prise en charge, notamment pour les publics jeunes qui bénéficiaient d'un taux de prise en charge à 65%. Donc les jeunes moins de 26 ans et moins de 31 ans en situation de handicap. Et un taux de prise en charge encore plus élevé de 80% pour les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, QPV, et zones de revitalisation rurale, dit ZRR. Donc cette année, il n'y aura plus de taux nationaux et de différenciation des mesures. La priorisation et les taux et paramètres de prise en charge seront définis comme avant, uniquement dans le cadre des arrêtés préfectoraux régionaux. Malheureusement, à date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous préciser justement ces différents taux de prise en charge qui sont encore en cours de définition, sachant que la ligne directrice nationale pour les taux de prise en charge est d'une moyenne de 50%. Cependant, l'orientation de priorisation envisagée en Hauts-de-France, qui suit en grande partie les orientations nationales et développe d'autres thèmes, et celle de prioriser les demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes reconnues travailleurs handicapés, les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale, donc là il y a une continuité, les résidents du bassin minier et de Sambre-Avesnois et Thiérache. Par ailleurs, il est à noter que les bénéficiaires du RSA bénéficient d'un taux de prise en charge des contrats PEC de 60% qui sera reconduit dans le cadre des conventions annuelles de cofinancement établies entre l'État et les conseils départementaux.
Voilà. Donc ce taux de 60% là sera reconduit. Ça, c'est pour les parcours emploi compétences du secteur non marchand. Par ailleurs, les contrats initiative emploi donc dédiés au secteur marchand, eux, sont reconduits dans la continuité de fin 2020 et 2021. Donc, un maintien de la capacité de prescrire de ces contrats initiative emploi dédiés dans la logique du plan Un jeune, une solution aux jeunes, donc de moins de 26 ans et moins de 31 si en situation de handicap. Ça, ce sera le caractère très principal de cette enveloppe CIE. Sachant que s'y ajoute aussi la capacité de financer dans ce cadre les demandeurs d'emploi de longue durée résidant en Sambre-Avesnois et Thiérache. Dans les deux cas, un taux de prise en charge de 47% du SMIC horaire brut et normalement jusqu'à une durée hebdomadaire de 30 heures. Il faudrait y ajouter pour les CIE aussi que les conseils départementaux, dans le cadre de ces conventions, les conventions établies avec l'État, peuvent aussi financer des contrats initiative emploi des bénéficiaires du RSA dans la limite de l'enveloppe accordée. À ce moment-là, c'est le seul conseil départemental qui finance chaque contrat mensuellement à hauteur de 88% du RSA. Du RSA pour une personne seule, donc sans enfant. Voilà pour le cadre de mise en œuvre en 2022. Donc voilà, continuité sur les CIE et pour les PEC, retour donc à une enveloppe unique et non différenciation. Pour les contrats aidés, par ailleurs, je rappelle les conditions encadrant les durées maximales de prise en charge des PEC et CIE, à savoir une durée maximale standard qui peut aller jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire au cumul des différents contrats et renouvellements, et qui peut être étendue à 5 ans pour une personne âgée de 50 ans et plus, ainsi que pour une personne reconnue travailleur handicapé. Par ailleurs, la durée maximale de contrat peut être aussi étendue afin de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation. Par ailleurs, autre élément permettant d'étendre la durée d'un contrat PEC pour les personnes âgées de 58 ans et plus, afin de leur permettre de faire valoir leur droit à la retraite. Pardon ? J'entends très mal. Non, c'est un micro qui a été ouvert, c'est bon. D'accord. Très bien. Voilà. Alors peut-être pour vous rappeler cependant, et c'est important, notamment cette année, encore plus cette année, le cadre dans lequel doivent se réaliser les contrats aidés, à savoir un cadre qualitatif de formation et d'accompagnement, sur lequel l'accent sera encore plus mis en 2022 sur cet aspect qualitatif. Alors, rappel donc pour les parcours emploi compétences très particulièrement, celui du triptyque emploi, formation, accompagnement. À savoir que les contrats doivent combiner une mise en situation professionnelle, un accompagnement par la structure, par l'employeur, notamment à l'appui d'un tutorat et de l'identification d'un tuteur, d'un accompagnateur, ainsi que l'accès facilité à l'acquisition de compétences auprès d'employeurs de droit commun. Dans ce cadre, il est à noter que la formation, des actions de formation sont obligatoires, doivent être obligatoirement mises en place dans le cadre d'un parcours PEC, avec une priorité, et là c'est plutôt pour les employeurs, mais aussi dans leur échange avec les prescripteurs de contrats aidés, priorité mise sur les formations à minima préqualifiantes. Voilà. Sachant que par ailleurs, donc, cette obligation de formation n'est pas applicable au contrat initiative emploi, mais elle est fortement encouragée. Voilà. Cependant, donc même si la formation est obligatoire, je souhaite cependant rappeler les clarifications quant à l'engagement en termes de formation et l'acquisition des compétences. Donc à noter que les formations réalisées en interne par l'employeur restent possibles. Elles doivent faire cependant l'objet d'un accompagnement accru par le prescripteur. Donc, pour rappel, les prescripteurs sont les membres du service public de l'emploi, Pôle emploi, mission locale et les CAP emploi pour les personnes en situation de handicap, auxquels s'ajoutent les conseils départementaux pour les bénéficiaires du RSA.
Donc, le prescripteur doit s'assurer du cadre et du contenu de la formation avec avoir une trace écrite de la réalisation. Il n'y a pas obligatoirement d'obligation quant à l'intensité et la durée de l'action de formation, qui peut être une action de formation d'adaptation au poste, mais aller jusqu'à la formation qualifiante. Et c'est bien quand même dans cette orientation que nous souhaiterions prioriser. Cependant, et là je m'adresse aussi aux prescripteurs présents, les orientations des contrats aidés. Les actions aussi à noter, les actions de formation professionnelle faisant l'objet d'un engagement tripartite, donc entre le salarié, l'employeur et le prescripteur, sont ceux aussi susceptibles d'évoluer pendant le contrat, c'est bien entendu. Voilà. Peut-être d'ores et déjà, je souhaitais revenir pour les personnes présentes. Ça n'est pas dans la présentation, mais sur la différenciation, par exemple, peut-être en termes d'opportunités entre PEC, donc contrat aidé du secteur non marchand, et contrat aidé du secteur marchand pour les associations, parce que monsieur représentant l'UDES a bien indiqué, notamment dans le service de l'aide à la personne, aussi notamment où le secteur associatif est très présent. Donc, il est à noter qu'il faut, dans ce cas, parfois s'assurer du caractère non concurrentiel. En fait, c'est ça qui définit le choix. Le choix et l'orientation, c'est si le positionnement, bien qu'étant que la structure étant de nature associative, si elle est de droit privé, s'assurer du caractère non concurrentiel ou à l'inverse, dans un cadre s'inscrivant dans un cadre concurrentiel pour savoir si la personne peut être recrutée en parcours emploi compétences ou en CIE. Et je pense notamment effectivement au cadre de l'aide à domicile, notamment où c'est là où on trouve les cas les plus fréquents dans ce domaine. Voilà pour ces premiers éléments de présentation et je me tiens à votre disposition pour des questions d'approfondissement. Merci Monsieur Le Boulanger pour cette présentation qui était très complète. J'en profite de dire parce que je vois qu'on a quelques questions par rapport à ça. Oui, il y aura le diapo qui vous sera transmis à l'issue de ce webinaire. Et du coup, je passe maintenant la parole à Fatna Nourilil, du coup de Pôle emploi Villeneuve d'Ascq. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce webinaire. Donc, Fatna Nourilil, conseillère à l'emploi à Villeneuve d'Ascq. Jusqu'au 31 décembre, j'étais conseillère en entreprise, c'est-à-dire que j'accompagnais les entreprises dans leur recrutement et aussi dans les conseils en recrutement. Depuis le 1er janvier, j'ai un accompagnement de quartier prioritaire de personnes en quartier prioritaire de la ville pour les accompagner, pour les coacher, pour leur donner aussi confiance en eux, sur leur capacité et comment rassurer l'entreprise pour pouvoir les recruter. En complément de ce que vous avez entendu au niveau des aides et mesures, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit de façon très exhaustive, effectivement les emplois francs, c'est bien pour le secteur marchand. Ça me permet de répondre aussi à la question de Madame Vizio. Finalement, quelle est la différence entre un emploi franc et un PEC? C'est simplement l'emploi franc, c'est pour le secteur marchand, mais aussi les associations peuvent le permettre de pouvoir l'avoir. Et en même temps, le PEC, il y a aussi cette condition de monter en compétence d'un candidat. Donc, une personne très éloignée de l'emploi, avec certains critères, par exemple le demandeur de longue durée, etc., avec le fait d'avoir un tuteur. Donc, c'est simplement ça. Une personne qui est en emploi franc, qu'il soit tutoré, formé ou non, s'il est en quartier prioritaire de la ville, on peut faire la demande de l'aide à l'emploi franc. En sachant que 15 000 €, c'est CDI temps plein. Donc, la mesure est aussi proratisée au niveau du temps proposé aux candidats, aux salariés. Pour cela, de façon pragmatique, nous aussi au niveau de Pôle emploi, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne aussi les entreprises lorsqu'ils souhaitent savoir si le candidat est éligible ou aussi sur la montée du dossier. Donc, je parle aussi, nous, en tant que sur Villeneuve d'Ascq, parce que chaque agence a aussi sa façon de travailler et son enveloppe. Nous, par exemple, nous, sur Villeneuve d'Ascq, en 2021, nous sommes à peu près à 10% des chiffres qui ont été donnés. Donc, on a 241 emplois francs effectués pour 108 demandeurs d'emploi bénéficiaires. Donc, c'est pas mal. Donc là, au niveau des emplois francs, je pense que tout a été dit. N'hésitez pas à poser des questions, quel que soit le niveau ou pas. Oui,
Pôle emploi franc qui réside en QPV, quel que soit le niveau de diplôme ou pas. Il suffit que la personne soit simplement inscrite au moment du contrat et que l'adresse indiquée soit en quartier prioritaire de la ville. Il y a une vérification qui sera faite, il y a une demande qui sera transmise avec l'attestation d'éligibilité comme quoi la personne habite bien en quartier prioritaire de la ville. La seule chose, c'est que la personne doit être disponible à la recherche d'un emploi. Je parlerai de catégorie, mais je pense que là, ça va être de l'argot interne. Si une personne est en contrat civique, en catégorie 5, c'est-à-dire en création d'entreprise et qui souhaite être salarié, la mesure ne pourra pas être montée. Donc, c'est important pour vous de vous rapprocher de votre agence de Pôle emploi pour pouvoir vous aider dans ces démarches-là. Donc, voilà pour le niveau de l'emploi franc. Donc, n'hésitez pas à contacter votre agence. Je vous enverrai un lien pour savoir quelle agence dont vous dépendez sur le Pôle emploi de Villeneuve-d'Ascq, pôle emploi.fr. Il y a un lien qui vous permettra de noter votre secteur et d'avoir l'agence dont vous dépendez. Sinon, vous avez le 3995 qui vous permettra de vous orienter. Ça, c'est lorsque vous avez le candidat. Lorsque vous n'avez pas le candidat, Pôle emploi est là aussi, au-delà de monter les mesures avec vous, de vous accompagner de l'analyse du poste jusqu'au recrutement. C'est-à-dire qu'il y a une offre de service qui peut vous être proposée sur je ne sais pas qui recruter, je cherche des candidats, est-ce que vous pouvez me programmer des rendez-vous chez vous, je n'ai pas le temps de convoquer les personnes, j'ai besoin d'une session de recrutement, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec le Pôle emploi dont vous dépendez. CAE en QPV, lieu de résidence donne une aide majorée selon l'arrêté en cours. Par contre, les critères d'éligibilité sont moins clairs. C'est-à-dire, ça s'analyse au cas par cas. Effectivement, ça s'analyse au cas par cas. Comme vous avez bien été dit, c'est une convention tripartite entre le conseiller qui accompagne la personne, qui permet, en-delà du quartier prioritaire de la ville, de voir aussi la montée en compétences, l'entreprise et le salarié. Donc, la demande est faite à l'instant du contrat. Donc, elle doit être signée, la convention doit être signée avant le début du contrat. Et il y a des bilans intermédiaires concernant les parcours emploi compétences. Il y a un bilan à 6 mois si c'est un contrat de 12 mois et un bilan final. À l'heure d'aujourd'hui, au niveau des arrêtés, comme on vous l'a précisé, on est en cours des autres éléments, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a une possibilité de renouvellement si le besoin est nécessaire. En sachant que les parcours emploi compétences, c'est bien pour les associations, mais c'est aussi pour les SIC, parce que je sais qu'au niveau de l'ESS, on a fait une demande pour savoir si les SIC étaient aussi éligibles. Les SIC sont éligibles au PEC. Donc, au-delà, donc ça peut partir de 65% de taux de prise en charge jusqu'à 80%. Un chiffre, grosso modo, c'est qu'une estimation. Pour un PEC de 20 heures, ça revient à l'association, à la structure, à peu près à 180 € par mois, hors charge patronale, au lieu de 916. Et pour un contrat de 30 heures, ça s'élève à 274 € par mois, hors charge patronale, au lieu de 1300. C'est intéressant parce que lorsque moi j'étais en entreprise, j'ai prospecté les associations qui ne pensaient pas recruter, mais qu'ils avaient besoin parce que les bénévoles avaient trop de charges au niveau de la structure, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient la possibilité de pouvoir recruter quelqu'un, aider quelqu'un à monter en compétence, mais aussi aider l'association ou la structure avec l'aide de cette personne-là. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. Aussi, Pôle emploi, au-delà des aides et mesures lorsque vous allez convoquer, est là aussi pour des aides à la formation et à l'adaptation au poste. C'est-à-dire que si vous rencontrez un candidat où vous avez besoin de certaines technicités, il y a une possibilité soit de faire une action de formation préalable au recrutement, c'est-à-dire une période de formation où la personne n'est pas salariée chez vous, elle est considérée stagiaire et couverte par Pôle emploi dans le but de l'embaucher juste au lendemain de cette formation-là. Donc la personne, vous n'est pas salarié, donc n'a pas de salaire de votre part, mais Pôle emploi soit lui fait bénéficier de son allocation, et s'il n'a pas d'allocation, il y a une rémunération qui peut être en fonction de 183 à 652 € à peu près, par rapport à sa situation et à son âge. Vous voyez bien sur le slide, il y a deux différences entre l'action de formation préalable au recrutement pour des contrats entre 6 mois à 11 mois et quelques jours, et la préparation opérationnelle à l'emploi qui est
une adaptation au poste entre 6 mois à CDI. Donc, cette adaptation-là vous permet, par exemple, si vous avez besoin d'un technicien informatique qui a besoin de se former en tutorat ou en centre de formation sur des logiciels pour vous permettre de monter en compétence, enfin, qui soient opérationnels au niveau du contrat, ces aides-là peuvent vous permettre de pouvoir le monter en compétence. Pour cela, je vous invite aussi de vous rapprocher de votre agence. Donc après, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Votre recrutement est unique. Donc, Pôle emploi peut vous aider dans vos recrutements et vous proposer une offre des services à la carte. N'hésitez pas à contacter votre Pôle emploi pour qu'on puisse faire aussi une analyse de vos besoins. Une association avec une seule personne qui ne sait pas recruter, qui ne sait pas faire les entretiens, on peut vous accompagner sur cela. On peut convoquer les personnes soit à Pôle emploi, soit chez vous. On peut faire des réunions de sensibilisation. Depuis 2019, Pôle emploi de Villeneuve-d'Ascq est très à cheval sur l'ESS, étant donné que tient compte de la convention qui est signée avec la direction nationale, M. Basser et l'UDES depuis 2017 sur les 5 axes. C'est de la sensibilisation de l'ESS jusqu'au circuit court au niveau des recrutements. Donc là, on est vraiment en train de sensibiliser et les conseillers, et les candidats, et les entreprises, et d'essayer de faire l'intersection et de les faire rencontrer. Donc voilà pour moi de mon côté, si vous avez besoin de questions. Aussi, vous avez aussi sur YouTube des petites vidéos très courtes qui peuvent aller de 46 secondes à 2 minutes. Pôle emploi vous conseille au niveau de vos recrutements, au niveau de certains conseils, n'hésitez pas à aller les voir. Et vous avez le site de Pôle emploi aussi qui peut vous permettre, si je vous enverrai le lien, aussi bien au niveau des aides aux mesures, aux aides de recrutement, et toutes les questions que vous pouvez vous poser lors de vos recrutements, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui dépendent, parce que Pôle emploi de Villeneuve-d'Ascq gère le périmètre de Villeneuve-d'Ascq, Mont-Saint-Barreul et le PVL, n'hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner dans vos démarches. Entre autres, si vous avez aussi besoin de candidats en quartier prioritaire de la ville, je les accompagne. J'ai des candidats très intéressés, très intéressants. J'ai quelques pépites, n'hésitez pas à nous contacter. Nous embaucher en CDDI, peut-on faire un peu ça? Je ne sais pas, mais je me poserai la question et je reviendrai vers vous. Je reprendrai votre mail et je vous transmettrai l'information. Donc voilà pour moi. Merci Madame Noreillet pour votre présentation. Je vais passer maintenant la parole à la région, à Quentin-Pied plus précisément. Bonjour à tous, je fais un petit test son pour savoir si ça grésille pas pour chacune et chacun. Non, c'est parfait. C'est parfait, donc c'est parti. Bonjour à tous et déjà merci à la CRES de nous convier à ce webinaire que finalement la région, à travers son soutien à la CRES annuellement, apporte pour vous permettre d'avoir des informations sur des sujets, des thématiques diverses et entre autres aujourd'hui cette question des aides à l'embauche qui est assez diverse finalement. Alors faire un petit focus général déjà rapide sur ce que la région peut apporter sur ce biais de l'aide à l'embauche, avec finalement des politiques régionales qui peuvent être mises à contribution ou utilisées par les différents dispositifs que chacune de ces politiques plus thématiques va pouvoir porter. Donc ça va être juste la slide d'après, avec plusieurs finalement leviers possibles d'accompagnement, à la fois par des natures d'intervention, de l'accompagnement ou du financement, parce qu'effectivement quand on parle d'aide à l'embauche, il y a effectivement cette question de l'aide, du financement qui arrive, mais pour nous en région aussi toute la question de l'accompagnement amont et finalement qui permet cette embauche, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Par aussi des modalités d'intervention qui peuvent être différentes. Elles peuvent être très directes. C'est une aide pour l'embauche justement,
ou alors par aussi des opérateurs qui sont financés pour vous accompagner ou pour financer potentiellement la création d'un poste. Et enfin, par le biais des politiques régionales avec différents leviers possibles. Côté de la politique régionale de vie associative, avec un financement aux côtés de l'État des points d'information à la vie associative. Donc là, c'est plus sur un volet d'accompagnement finalement, où vous allez pouvoir être éclairé, outillé dans une réflexion que vous avez sur l'aide à l'embauche. Donc là-dessus, je vous invite à aller sur le site internet pour connaître vos interlocuteurs de proximité sur ce point-là. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont connectés aujourd'hui, hein, qui font aussi ce travail d'actualisation des différentes aides qui existent en essayant d'être au plus juste de la réalité des actualités par rapport à ces leviers de financement et d'accompagnement. Aussi par des politiques régionales sectorielles, potentiellement vous contribuez à mettre en œuvre une politique régionale sur la culture, un nouveau projet. Il y a des appels à projets qui peuvent exister côté région et qui vont prendre en considération le fait de vous accompagner à monter en puissance par le recrutement pour mettre en œuvre les actions pour lesquelles vous êtes financé. Donc ça, je dirais, c'est un biais très indirect finalement, mais qui existe aussi. Et enfin, une boîte à outils que moi je vais vous présenter plus particulièrement ce matin, portée par la politique régionale d'économie sociale et solidaire. On a à la fois des dispositifs d'accompagnement et des dispositifs de financement. Vous allez avoir quelques slides comme ça qui présentent un petit peu quelques dispositifs. Ils sont accessibles également en termes d'information sur le site entreprise.hautefrance.fr. Donc on va passer maintenant sur le volet, je dirais plutôt financement, qui peut souvent intéresser quand on parle d'aide à l'embauche. Je vais me focaliser sur deux dispositifs qu'on porte par la politique régionale de développement de l'économie sociale et solidaire. Un premier qui est le FIDES. Pourquoi j'en parle Parce que déjà c'est un dispositif qui va permettre potentiellement, quand vous posez euh, une question peut-être entre plusieurs associations, d'une éventuelle création d'un groupement d'employeurs ou d'un GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion par la qualification, se poser ces questions et finalement avoir un besoin d'études de faisabilité sur ce sujet. Ce dispositif est potentiellement mobilisable parce qu'il va vous accompagner sur la phase d'étude-action. Deuxièmement, pourquoi j'en parle dans ce webinaire sur l'aide à l'embauche? Parce que finalement, il permet à une structure porteuse de l'ESS d'embaucher un porteur de projet qui souhaite mener une étude de faisabilité pour créer une entreprise sociale et solidaire. Donc, c'est un dispositif qui va permettre de financer jusqu'à 30 000 euros les dépenses liées à cette étude d'action, dont le salaire lié à l'embauche de ce porteur de projet. Donc ça, on le fait pas seul avec côté région, c'est les fonds territoriaux France Active, donc Initiative Somme, France Active Picardie pour l'Aisne, la Somme et l'Oise, Nord Actif pour le Nord et Pas-de-Calais Actif pour le département du Pas-de-Calais, qui le portent, et pour le compte de financeurs multiples, la Banque des Territoires avec nous, aussi les services de l'État et localement un certain nombre de PCI et d'autres partenaires qui peuvent contribuer à financer ce dispositif. Voilà. Il n'est pas inintéressant de le regarder quand il y a ces projets sur les deux tableaux qui peuvent être les vôtres. Deuxième dispositif sur lequel je vais plus m'attarder ce matin, c'est une aide de la région, donc là portée directement par la région, qui est l'aide à l'émergence. Donc là-dessus, on va vraiment être focalisé sur une aide à la embauche, mais qu'on va lier parce que c'est intégré dans la politique de développement de l'ESS à à la création d'une nouvelle activité économique. Il peut être ce dispositif mobilisé sur, je dirais, deux situations, à la fois un processus de création d'une association, d'une société coopérative, d'une structure de l'insertion par activité économique, d'une société commerciale de l'ESS. On est sur une cible assez diverse en termes de bénéficiaires et représentative du champ de l'ESS.
et qui va finalement donc créer une nouvelle structure et finalement démarrer une activité, et pour ce faire avoir un besoin d'avoir un premier salarié, pour nous à minimum à mi-temps, pour lancer cette activité. Et nous, ce qu'on va regarder dans ce projet, c'est la capacité finalement à moyen terme d'avoir assuré le financement de ce poste, parce que vous allez, dans le cadre de cette nouvelle activité économique, développer un volet prestations, un volet vente. Vous allez vous rapprocher d'autres partenaires potentiellement publics sur des politiques sectorielles qui vont vous permettre de financer le poste, etc. Et c'est ce qu'on va venir accompagner. La deuxième situation qu'on peut couvrir par ce dispositif, c'est une situation où vous souhaitez, en tant que structure existante, développer une nouvelle activité. Je vais prendre un exemple, hein. Vous êtes un tiers-lieu qui développe une activité de coworking, de location d'espace, etc. Et puis finalement, vous êtes propriétaire ou locataire d'un hangar qui est assez grand et que vous n'utilisez pas forcément dans sa totalité. Et puis des besoins qui remontent du terrain, et se dire il y a peut-être moyen d'utiliser cet espace pour développer une ressourcerie dans ce tiers-lieu. On est donc sur une nouvelle activité que vous souhaitez porter, vous êtes une structure existante. Pour ce faire, vous souhaitez embaucher à minimum un mi-temps un salarié pour développer ce projet. C'est une possibilité de mobiliser ce dispositif pour venir financer voilà, l'embauche pour lancer cette nouvelle activité. Autre exemple, vous êtes une association de mobilité, plutôt tournée vers l'entretien mécanique, qui souhaite développer un axe de mobilité douce, avec finalement toute une activité autour de la réparation de vélos. Là aussi, on peut étudier votre demande sur ce dispositif par rapport à cette nouvelle activité économique que vous souhaitez développer. On peut aller donc, c'est précisé dans la slide, jusqu'à 80% des dépenses liées à cette nouvelle activité économique, les dépenses de salaire en faisant partie. Petite vigilance sur ce dispositif. Sur certains territoires de la région, nous sommes en convention de partenariat avec quelques agglomérations, qui fait qu'on aura tendance à vous orienter sur des appels à projets locaux qui sont portés au titre des politiques ESS des EPCI, parce qu'il y a des conventions de partenariat en cours. Dans l'idée, c'est que ça se fasse toujours dans l'intérêt du financement positif de vos projets, parce que côté région, ça nous permet, si l'agglo intervient finalement sur ces dépenses-là, de mobiliser d'autres outils de financement, et plutôt sur des volets d'investissement. Voilà. Pour nous le mobiliser, ce dispositif, c'est très simple. Vous nous contactez sur l'adresse mail ess @hautefrance.fr. Il y a toujours quelqu'un qui vous répondra, pas forcément dans la minute, mais en tout cas d'avoir toutes vos questions sur ce sujet. Je vais me permettre de répondre aux questions en même temps, puisqu'on est sur la présentation de ce dispositif. Alors, pour la cumulativité de l'aide à l'émergence de la région sur le territoire de la MEL, là, on est dans cette logique que j'exprimais de convention de partenariat avec le PCI, où potentiellement, c'est d'abord les appels à projets locaux qui prévalent sur le territoire. Pour autant, s'il y a une inéligibilité pour ces appels à projets de ces aides locales, on pourra réétudier potentiellement les demandes au titre de notre aide régionale. Sur une association qui souhaiterait se développer sur une autre ville, on est bien dans ce dispositif, dans une logique pas forcément d'élargissement territorial, mais bien de nouvelles activités portées. Donc si dans le projet de développement, ça comporte également un élargissement
je dirais des activités. Oui, si on est sur sur une même activité qui souhaite se développer sur un des territoires, aujourd'hui et à l'heure actuelle de la configuration du dispositif, c'est pas quelque chose qu'on prend en considération aujourd'hui. Et sur la non-ouverture aux ACI, donc ça c'était un choix de mettre l'accent sur l'aide régionale, euh, sur finalement des besoins en termes d'aide à l'embauche qui n'étaient pas prioritairement couverts par d'autres dispositifs existants. Euh, donc voilà, ça c'est plutôt un choix. Et cette aide à l'émergence est justement là sur les structures de l'insertion en activité économique, je dirais entreprise d'insertion, TTI plutôt. C'est typiquement une aide qui est mobilisable dans ces problématiques qu'on rencontre souvent de financement des postes d'encadrant technique quand vous faites une demande pour mobiliser de nouvelles activités. Voilà, ça m'a permis de balayer un petit peu ces points en particulier en même temps. Je vais m'attarder maintenant sur des dispositifs d'accompagnement qui sont également mobilisés parce que potentiellement sur vos projets d'aide à l'embauche, nous on pense que il est important de penser l'embauche, de se poser les bonnes questions parce que potentiellement si vous êtes une structure associative qui n'est pas aujourd'hui employeuse et qui se pose cette question-là, il faut un petit peu lever certains prérequis parce que c'est pas neutre de passer employeur ou même quand vous êtes déjà employeur de se dire que bon, on n'embauche pas forcément comme ça. Il y a une question finalement de pérennité du poste qui est à poser. Donc déjà d'un point de vue porteur de projet, il y en a peut-être aujourd'hui en ligne. Il y a un dispositif que la région finance qui s'appelle Starter ESS. Alors c'est un dispositif certes, mais derrière ce sont des structures d'accompagnement territorial qui sont financées pour vous aider sur vos projets d'un point de vue technique et méthodologique, sur les ensembles d'un aspect de projet économique, juridique, comptable, financier, et forcément cette problématique RH qui rentre en compte. Cet accompagnement, il peut aller jusqu'à 3 ans après la création de l'entité. Il est gratuit pour les porteurs de projets. Il n'est pas inintéressant d'aller regarder ça et de la même manière alors moins fortement parce qu'on a vraiment une cible porteur de projet sur ce dispositif, mais si vous êtes une association non employeuse et que vous avez un projet de développer une activité économique impliquant une embauche et de passer association employeuse, ça peut être aussi regardé par ces opérateurs. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont connectés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour avoir une petite vision, c'est la slide d'après. Voilà, il y a une couverture territoriale qui est faite sur l'ensemble de la région, avec des opérateurs qui ont été sélectionnés par un appel à projet en 2020 par la région, qui continuent cette mission sur 2022. Donc n'hésitez pas à les solliciter sur ces aspects-là. On va passer sur la slide suivante aussi, sur un dispositif que vous connaissez sûrement si vous êtes des structures existantes en région, parce que c'est souvent celui qu'on connaît le plus, qui est le dispositif local d'accompagnement. Pareil, là et je reprends l'exemple un petit peu de cette réflexion que vous pourriez avoir sur un territoire entre plusieurs structures, de mutualiser un poste. Potentiellement parce que finalement seul vous vous êtes rendu compte que vous n'allez pas pouvoir supporter les uns et les autres le poste, mais pourtant c'est un besoin collectif que vous avez. Potentiellement dans un format collectif, le dispositif local d'accompagnement par une prestation conseil qui pourrait vous être octroyée par les différents opérateurs pourrait être une solution. Typiquement, et je vais prendre un exemple toujours pour illustrer, vous souhaitez finalement aller sur une dimension de réponse commune à des marchés à des marchés publics, à des appels à projets. Finalement, c'est difficile pour vous de positionner quelqu'un qui travaille pour le compte du collectif, etc. Et il y a cette idée de mutualisation qui gère, mais vous savez pas forcément comment l'apporter, quel portage juridique, quelle modalité de conventionnement entre vous. Et là-dessus, il peut y avoir un accompagnement collectif
pour essayer de structurer et d'aborder toutes ces questions qui se posent à vous. Donc ça, la région, elle contribue à ce dispositif en le finançant, aux côtés de l'État et de la Banque des territoires, puisqu'il s'agit d'un dispositif national qui existe localement, et un certain nombre de collectivités, je pense au département du Pas-de-Calais, à d'autres agglomérations qui viennent avec nous financer ce dispositif pour ces accompagnements-là. Il y a plusieurs opérateurs qui portent le dispositif localement. Ils ont des rayonnements départementaux. Ce sera l'IRIAE pour l'Aisne et la Somme, la BGE Picardie pour l'Oise, Pas-de-Calais Actif pour le département du Pas-de-Calais et Nord Actif pour le Nord. Donc là-dessus, voilà, dans ces projets-là aussi, ou de développement qui nécessitent potentiellement des embauches supplémentaires, ou sur un levier finalement de mutualisation, de coopération dans une approche collective, pour avoir cet appui justement et faire en sorte que l'embauche elle soit pensée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et finalement pérenne derrière aussi pour l'emploi. C'est un dispositif qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à regarder. Je terminerai par un dernier dispositif là qui va être assez spécifique que la région a lancé dans le cadre de la relance et de la crise sanitaire, qui est un dispositif là aussi d'accompagnement thématique au développement. Il est pas inintéressant de le mobiliser quand on est sur ces thématiques d'aide à l'embauche sur le volet ressources humaines, potentiellement de réfléchir au préalable avant l'embauche, à comment réorganiser les choses, à comment faire en sorte que dans la configuration d'un nouveau profil de poste, vous puissiez finalement répondre à une problématique RH qui se pose à vous en termes d'organisation, comment faire en sorte que vous restructurez potentiellement des manières de faire, des process, etc., qui amènent à l'embauche. Là, le dispositif, il a mobilisé pareil sur l'adresse ess@hautefrance.fr, puisqu'il s'agit d'un dispositif porté directement par la région. Je vais me permettre enfin de répondre à la dernière question que j'ai vu passer sur la cumulativité de l'aide à l'émergence avec une aide au programme d'activité. L'idée pour cette aide à l'émergence et pour tous les dispositifs en général, c'est qu'il n'y ait pas forcément une même aide de la région sur une même dépense, dans le sens où il y aurait quelque part un double financement d'une dépense éligible. Donc là, il peut y avoir un travail qui soit fait, de regarder ce qui est couvert par un financement, une subvention de la région au titre d'un programme d'activité et qui reprend un certain nombre de dépenses liées au salaire, et potentiellement une couverture qui n'est pas totale, et de positionner cette aide à l'émergence sur les dépenses qui ne sont pas couvertes par la subvention que vous percevez au titre du programme d'activité. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on regarde au cas par cas, qu'on regarde avec potentiellement aussi vos interlocuteurs côté région, qui vous suivent au titre de votre convention, au titre de votre programme d'activité. Voilà. Merci pour votre écoute. Et s'il y a des questions qui se posent, je dirais, quand vous relirez le PowerPoint qui vous sera transmis à l'issue de ce webinaire, notez bien cette adresse ess@hautefrance.fr. On vous répondra, moi ou un membre de l'équipe. Merci à vous. Merci Et Quentin pour ton intervention. je vais faire peut-être la transition aussi, parce que comme je l'ai pas évoqué, le dispositif Ardent qui va vous être présenté, hein, mais Basile le dira sûrement mieux que moi, que la région avec la CCI a permis d'ouvrir aux associations. Donc je me suis pas permis de vous le présenter parce que la CCI va le faire encore mieux que moi. Voilà. Merci Quentin. Et du coup, j'invite Basile Jarlot de la CCI Hauts-de-France à nous apporter un éclairage sur le dispositif Ardent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, merci pour la transition. Moi, je suis chargé de développement pour le dispositif Ardent, donc un dispositif d'aide publique porté par la CCI, mais effectivement soutenu et financé par la région Hauts-de-France. C'est un dispositif qui a pour cible principale donc les PME, TPE et les associations, notamment dans le champ de l'ESS. Ce que je vous propose donc
c'est de regarder dans un premier temps, si possible, la petite vidéo qui suit, qui date un petit peu, mais qui présente assez bien dans les grandes lignes ce qu'est le dispositif. Voilà, donc concrètement, comme je le disais, donc Ardent, on est sur une formation donc qui dure 6 mois de formation de développement en entreprise, et c'est ce qu'on appelle donc dans et par l'action. Non, on peut revenir sur celle juste avant. Voilà, merci. Ce qui va être important dans le dispositif Ardent, c'est bien de prendre en compte le caractère nouveau et structurant pour être éligible à la mise en place du dispositif pour développer un projet. Pour les entreprises ou les associations, les retours qu'on peut avoir, c'est que le dispositif Ardent peut être vu comme une sorte de grande période d'essai, en fait, pour la mise en place d'un projet. Ça permet de tester sa faisabilité, d'être accompagné dans l'étape de développement de celui-ci. Et le but, c'est de pouvoir tester la pérennité du potentiel projet et du développement de la structure. Pour les candidats, du coup, on va être sur des personnes, donc demandeurs d'emploi, qui vont pouvoir intégrer le dispositif dans un cadre également sécurisé, car accompagné par un expert projet Ardent et tout en suivant la formation délivrée par le CNAM, ça va pouvoir leur apporter des compétences et la possibilité donc de valider ce qui s'appelle le titre entrepreneur de petites entreprises, qui est la certification délivrée par le CNAM à la fin de la mission. Et je tiens à préciser dès maintenant, parce que c'est des retours qui peuvent nous être faits régulièrement, le fait que les candidats soient des demandeurs d'emploi, ce n'est absolument pas synonyme de difficulté d'employabilité. Comme vous pouvez le voir, au terme des missions Ardent, on a un taux d'embauche qui est d'environ 73%, ce qui prouve bien que les entreprises associations qui mettent en place une mission Ardent avec des pilotes de projet demandeurs d'emploi trouvent leur compte et chez les demandeurs d'emploi les compétences requises pour développer leur projet. On peut passer à la slide suivante. Ah, super. Donc en termes de cibles, si on parle de TPE, PME, on est sur des structures avec moins de 250 salariés, 1 an d'activité et leur établissement ou siège social en Hauts-de-France globalement. Et pour les cibles au niveau associatif, on est sur des associations qui ont une activité économique et moins de 30% de subventions publiques dans leurs ressources. Au niveau du candidat, comme je le disais, donc ce sont des personnes en recherche d'activité inscrites chez Pôle emploi et il y a 2 cas. Alors le cas qui existe depuis le début et qui est la condition principale, c'est que le demandeur d'emploi soit indemnisé par Pôle emploi, donc qui touche le chômage pendant au moins les 6 mois de mission Ardent, qui vont constituer en fait une part de sa rémunération. C'est ce qui permet notamment aux structures d'avoir un avantage financier assez agréable pour la mise en place de la mission. Maintenant, à titre de expérimental cette année, dans certains cas particuliers, on peut mettre en place pour le pilote de projet qui ne serait pas indemnisé la RFPE, donc qui est la rémunération formation Pôle emploi. Maintenant, ça ne concernera pas toutes les missions Ardent, ce sera vraiment du cas par cas avec une évaluation du projet qui veut être mis en place, une évaluation du cas de la situation du pilote de projet. Voilà, c'est quelque chose à titre expérimental cette année, mais qui peut tout de même être envisagé. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure du fait que le pilote de projet, pendant la mise en place, le développement du projet dans l'entreprise, il suit une formation, donc qui est une formation délivrée par le CNAM et qui amène à la certification, donc titre entrepreneur de petites entreprises. Pour faire rapide et pas rentrer non plus trop dans les détails pour vous assommer avec ça, c'est donc une formation sur le management de projet.
qui est constitué de 2 fois 2 jours en centre de formation en présentiel. Tout au long de la mission, il y a les outils pédagogiques, donc Agir Projet et Agir Compétences, qui vont être un peu un fil conducteur et un outil de référence pour le pilote de projet pour la mise en œuvre du projet dans l'entreprise, dans la structure. Et il y a également en complément 5 modules à choisir par le pilote de projet parmi plusieurs thématiques qui sont délivrées en FAUD, donc en formation à distance, et qui peuvent être mis en place à temps choisi par le pilote de projet. En complément de ça, le dispositif il permet au pilote de projet à la structure, enfin au pilote de projet, de bénéficier d'un chéquier formation individualisé à hauteur de 1 700 €. Le but, c'est que le pilote de projet puisse se former en complément déjà de la formation CNAM sur des formations beaucoup plus techniques, beaucoup plus pointues, qui peuvent lui servir durant sa mission de développement du projet. Voilà, on peut passer à la suite. Merci. Donc, en termes de coûts pour la structure, on est, donc, comme je le disais, sur un avantage financier qui équivaut à 1/3 du coût d'une embauche dans des conditions classiques, tout simplement parce que l'entreprise ou l'association va payer chaque mois 50% de la rémunération brute qui a été définie pour le pilote de projet, ce qui équivaut donc à 6 000 € minimum pour 6 mois, sachant que pour Ardent, on a un plafond qui est une rémunération minimum de 24 000 € brut par an pour le pilote de projet, soit 2 000 € brut par mois. Et donc, l'entreprise paye 50% de cette rémunération brute. En plus de ça, il faudra compter simplement si l'entreprise n'a jamais mis en place une mission Ardent. Lors de son inscription au dispositif pour la première fois, il faudra compter une adhésion à 200 € en plus, mais qui ensuite ne sera pas reconduite. C'est simplement pour l'inscription et les missions qui pourront être mises en place par la suite ne seront juste à hauteur juste 50% d'une rémunération brute définie. Je ne vais pas rentrer plus en détail, on peut passer sur la slide suivante. Si vous voulez faire une simulation sur notre site internet, tout en bas de la page d'accueil, vous avez le simulateur financier de la mission Ardent qui peut vous permettre de vous faire une idée de ce que votre entreprise ou votre structure peut débourser lors d'une mission Ardent. Voilà, on peut passer. Donc concrètement, je le disais tout à l'heure, les experts projets Ardent sont des conseillers qui sont habilités par le CNAM et qui, pour résumer, sont des conseillers qui vont accompagner dans un premier temps la structure pour monter le dossier qui sera présenté en commission pour la mise en place d'une mission Ardent et qui va accompagner tout au long le pilote de projet tant dans la formation que la réalisation du projet, s'assurer de la bonne mise en place du projet via des rendez-vous de suivi au bout de 2 mois et au bout de 4 mois de mission. Et enfin, il participera, cet expert projet, à l'évaluation finale au bout des 6 mois, le bilan de la mission au bout des 6 mois, et également à l'évaluation du livrable qui est attendu pour la formation, donc le rapport méthodologique qu'écrira le pilote de projet. Voilà, on peut passer à l'autre diapo. Donc ça, pour vous rendre compte, c'est des petits exemples de structures dans le champ de l'ESS qui ont déjà pu mettre en place des missions Ardent. Je peux vous citer aussi, par exemple, donc Fashion Green Hub, qui est une association d'entreprises de mode durable et circulaire, qui avait un projet commercial, marketing, qui cherchait un pilote business unit événements et communication. Ils sont passés par Ardent pour recruter un pilote de projet sur ce poste-là. Et à la fin de la mission, c'est un CDI qui a pu être proposé à ce pilote de projet. On a en ce moment le Souffle du Nord qui, pareil, a une mission de commercial, marketing sur un pilote de projet responsable de développement et sauf changement, a priori, c'est un CDI qui va être proposé également à la fin de la mission. Et on a Toerana, Habitat, GECO, par exemple, qui sont des structures qui ont déjà mis plusieurs fois en place le dispositif Ardent avec également des CDI à la fin de ces missions-là. Je tiens à préciser que si vous voulez des exemples concrets aussi, on a sur notre site internet qui vous sera envoyé par la CRES à la fin, plusieurs vidéos de témoignages de dirigeants et de pilotes de projet
ce sera peut-être beaucoup plus concret pour vous et ça vous donnera une meilleure idée de ce que peut être le dispositif Ardent, ainsi que d'autres informations qui sont disponibles sur le site. Voilà, donc on peut passer à la slide d'après. Je vais passer très vite, hein, je ne vais pas entrer plus dans le détail. Si vous avez des projets qui pourraient correspondre à une mission Ardent, donc n'hésitez pas à contacter l'équipe ou à vous rendre sur le site pour prendre contact avec nous. C'est aussi sur le site l'occasion de vous inscrire sur la plateforme. Et ensuite, voilà, une fois que la prise de contact est faite, on vous accompagne donc dans le montage du dossier qui peut être mis en place. Donc, je vais vous laisser avec les coordonnées de l'équipe ainsi que le lien du site internet. Et comme je le disais, la CRES vous enverra un petit kit de communication de notre part par la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. J'espère que j'ai été assez clair. Je reste évidemment disponible pour toute question qu'il pourrait y avoir. Basile, j'ai reçu une petite question en privé. C'est Oui. Comment peut se positionner un candidat qui serait intéressé par la mission Ardent? Alors, un candidat qui est intéressé par la mission Ardent, en fait, si vous voulez, la structure, si elle met en place, si elle a un projet et qu'elle veut recruter, notamment via le dispositif Ardent, elle va faire une offre qu'elle va publier comme elle a l'habitude de le faire, soit en passant par Pôle emploi notamment, ou en passant par ses réseaux personnels. Et le candidat, nous, c'est notamment Pôle emploi qui est notre partenaire avec qui on peut faciliter la diffusion d'offres, qui va se positionner comme une réponse d'offres classique sur le projet auprès de la structure. En fait, si vous voulez, c'est à la structure, donc l'association ou l'entreprise, de recruter le candidat par ses propres moyens, comme il le fait d'habitude, avec la simple spécificité que ce sera via une mission Ardent. Donc nous, après, nos experts projets, oui. Basile, je vais juste peut-être compléter. Donc, je suis Aude Aubry, je suis responsable du dispositif Ardent Hauts-de-France. Certains candidats peuvent être intéressés alors même qu'ils n'ont pas en ligne de mire une entreprise qui a un projet. Il y a une vidéo sur notre site qui illustre cette possibilité, c'est-à-dire que le candidat maîtrise bien le dispositif Ardent pour que dans ses relations avec des entreprises et dans sa recherche d'emploi, il puisse non seulement amener ses compétences et son expérience, mais également utiliser sa connaissance, on va dire, de l'existence du dispositif Ardent comme un élément supplémentaire pour faciliter son intégration au sein d'une association ou d'une entreprise. Donc, cette initiative, on va dire, du candidat qui, connaissant le dispositif, s'en sert comme un outil supplémentaire au service de son insertion dans une entreprise pour développer un nouveau projet, c'est aussi une possibilité. Et en dehors de ça, effectivement, on a aussi des offres de missions Ardent qui sont disponibles sur notre site. Voilà, je voulais juste préciser cela. Merci Aude et puis merci Basile pour cette présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Rachel Debrinca parce qu'on aimerait un peu aller un peu plus loin sur connaître les attentes de vous en tant qu'association, coopérative, porteur de projet sur cette thématique de l'emploi. Donc, on a prévu un petit sondage. Je laisse la parole à ma collègue. Voilà, alors avant que se termine ce webinaire, ne quittez pas tout de suite. Alors déjà, je voulais juste revenir sur les présentations, les vidéos et les vidéos qu'on n'a pas pu passer, on vous les renverra en fait via un kit et aussi toutes ces informations seront remises sur le site www.esshdf.org qui est le portail en fait dédié aux informations sur l'ESS en région Hauts-de-France. Pour la CRES, n'hésitez pas à aller sur l'onglet ressources pour retrouver de nombreuses productions voilà, sur les thématiques ESS et donc beaucoup de productions sont consultables voilà, sur le site. Et comme je vous le disais avant le sondage, l'ensemble des présentations, les vidéos seront remises et diffusées sur le site
www.esshdf.org, qui est le portail d'information où on retrouve toute l'information économie sociale et solidaire de la région Hauts-de-France. N'hésitez pas à donc aller consulter ce site. On vous renverra également un message avec les adresses que vous avez données pour vous envoyer le lien vers le site internet et donc toutes les présentations et les contacts qu'il faudra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les renvoyer. À ce moment-là, on renverra vos questions aux intervenants. Et puis, en conclusion, un grand merci aux intervenants qui nous ont fait des présentations très riches et intéressantes. Et j'espère que vous avez pu avoir réponse à vos nombreuses questions. Et puis, à tous les participants voilà, qui se sont connectés à ce webinaire. N'hésitez pas à consulter nos sites pour avoir plus d'informations. Voilà. Merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.